que rayonne la gloire même de Dieu. Donc, mais permettez-moi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ces sociétés? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Parce que finalement, cet islam a toujours existé. Écoutez, les pays étaient des pays musulmans. Il y a un grand poète palestinien qui disait il y a une dizaine d'années, si nous avions il y a une dizaine d'années déjà, Mahmoud Darwish, s'il y avait des élections libres dans tous les pays arabes, les partis islamistes prendraient le pouvoir. C'est ce qu'il disait. C'était à peu près exact. Non pas qu'ils prennent le pouvoir au sens de la prédominance absolue, mais enfin c'est une composante 30-40% qui détermine le jeu dès lors qu'il devient parlementaire et démocratique, non pas au sens principiel, mais au sens arithmétique. C'est-à-dire qu'effectivement, arithmétiquement... Il a dû continuer. Qu'est-ce que ça implique? Une régression forcément? Un retour sur les libertés fondamentales? Sur les droits de l'homme? C'est là qu'il y a deux réponses. Un, il ne faut pas s'inquiéter de la montée des islamistes, car elle est sûre partout. Deux, il faut se poser la question, non pas l'islam va-t-il monter, car la réponse est assurément oui, mais quel islam va surgir de cette montée-là? Et c'est là que la question se pose. Alors, y a-t-il un islam à la turque? Y a-t-il un islam à la saoudienne? C'est évidemment pas du tout la même chose. Quel islamisme, pardon, parce que quel islam, voilà, ça veut rien dire. Je pense qu'il n'y en a qu'un, mais justement, l'expression politique de cet islam peut varier. Alep Bencher, est-ce qu'on peut assister, à l'instar de l'exemple turc, à un gouvernement qui se définirait comme étant islamiste ou islamique, tout en respectant un certain nombre de droits et de libertés, ou est-ce que ça vous semble difficile dans le cas du nord de l'Afrique? Permettez d'abord aux citoyens de s'exprimer à titre personnel et mettons de côté le bonhomme que vous avez invité ici, à tenter qu'il soit avisé dans ses analyses. Le citoyen que je suis est sidéré de voir cette intrication du temporel et du spirituel qui perdure à l'aube du XXIe siècle, après une décade. Or, comme un signe de modernité, voire au-delà de progrès et de civilisation, c'est la déconnexion des deux ordres. Et ceci n'a pas été compris maintenant, alors que ça a été compris en 1925 par Ali Abdelrazir, par exemple. Or, même... C'est pas que ça n'a pas été compris, c'est que c'est le contraire qui se passe. De nos jours. Oui. Non, il y a eu, c'est pour ça que je parle d'une régression tragique par rapport à un effort intellectuel et à une analyse qui a dû être faite au tournant du siècle écoulé, au XXe siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui me laisse vraiment affligé. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir en Afrique du Nord quelque chose qui ressemblerait à l'exemple turc? Je n'en sais rien, parce qu'il faudrait un degré de politisation, un degré de conscience politique chez les peuples. Nous assistons à une escroquerie, à une tartufferie, à une mainmise, à un malaise véritable suite à ces révoltes, révolutions, printemps, qui nous ont réjouis, c'est vrai. Mais je pense toujours à cette parole d'Antonin Gramsci qui disait quand le passé n'est pas encore, quand le passé se meurt et l'avenir n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Eh bien, nous avons des cas effectivement similaires qui ont pu surgir. Mais quand même, juste encore une fois, je reviens sur cette question, parce que je pense que la réponse peut être plus satisfaisante sur la volonté des peuples. À un moment donné, quand vous avez 90% de participation à une élection, un choix, est-ce que forcément la manipulation est telle, l'incapacité à voir l'avenir est telle des peuples, qu'on ne doit que les critiquer d'avoir fait ce choix? Bon, je vous donnerai une réponse, mais on attendra Caroline. J'arrive pas à comprendre pourquoi, enfin moi vous me posez la question, je suis de gauche, je vois pas pourquoi je devrais me réjouir de la victoire d'un parti d'extrême droite simplement parce qu'ils ont gagné les élections, encore une fois. Évidemment qu'il y a eu des triches, il y a eu des gens qui ont été des votes votés. Vous parlez de démocratie quand même, est-ce que là, les outils démocratiques... Mais je vous dis pas que c'est pas démocratique, ils sont arrivés au... C'est pas beaucoup, c'est un faux débat absolu en plus. Oui, ils sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Mais est-ce que vous faites le même raisonnement en France, par exemple, quand il y a 20, 30, 50% de participation en élection, vous dites, mais par exemple, il y a la moitié des électeurs qui n'ont pas voté? Mais c'est pas ce que je vous ai dit, Ahmed, vous avez pas écouté. Mais je rétorque. Partie du principe que, encore une fois, que parce qu'on est inquiet qu'un parti d'extrême droite soit au pouvoir, c'est parce qu'on n'est pas démocrate. Alors que oui, ils ont gagné des élections. Est-ce qu'on peut juste ajouter un peu le contexte de cette élection, qui n'était pas une législative, qui était une constituante, où il y avait plus de 100 partis. Moi, j'étais en Tunisie 2 jours avant le scrutin, 2 semaines avant le scrutin, et les gens que je rencontrais, ils connaissaient que Ennahda, quasiment. D'abord parce qu'on voyait Ennahda partout dans les rues, avec un argent du Qatar et d'autres. Et surtout parce qu'ils étaient présents avant.
pendant l'ère Ben Ali. Les deux partis qui ont été victorieux, c'est celui de Monsef Marzouki et Ennahda, parce que c'était les deux têtes de Turcs favorites de Ben Ali, et les gens ont voté pour les têtes de Turcs favorites de Ben Ali. Et aussi parce que c'était les seuls qu'ils connaissaient. Sans compter, dans un certain nombre de villages, ce qu'Ennahda a promis en termes d'argent pour les votes, de moutons pour l'Aïd, etc., etc., parce qu'ils ont quand même ces méthodes-là, ces grands démocrates. Mais peu importe, quand la démocratie les arrange, ils sont démocrates. Maintenant, juste pour revenir sur est-ce qu'ils vont être un modèle à la turque ou pas ? D'abord, évidemment qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs sortes d'interprétation de l'islam, mais il y a plusieurs islamistes aussi. Il y a des islamistes djihadistes, il y a des islamistes littéralistes, il y a des salafistes, il y a les frères musulmans. Ce sont des différences à chaque fois. Pour moi, les plus dangereux, ce n'est pas les salafistes. Les salafistes, c'est comme les skinheads, c'est des gens extrêmement caricaturaux que tout le monde voit venir, qui n'auront jamais le pouvoir dans aucun pays, ou très peu. Les frères musulmans sont des tacticiens. Des redoutables tacticiens pour travailler sur leurs textes, leur mettre à penser, leur stratégie de double discours. Comme tout bon politique, a priori. Oui, mais un degré au-dessus, sincèrement. Moi qui travaille aussi sur le Front National... à leur intelligence. Mais je ne travaille pas sur des adversaires idiots, je travaille aussi sur le Front National. Je dois vous avouer que c'est un peu des petits joueurs à côté des frères musulmans. Ils ont un double discours, mais beaucoup moins faible. Youssef Al-Qaradawi, par exemple, qui est le maître à penser de Rachid Ranouchi, peut-être un de ceux qui a gagné ce scrutin, a, dans un petit livre qui s'appelle « Où est la faille ?», pensé pourquoi est-ce qu'ils avaient perdu en Algérie et pourquoi est-ce qu'il faudrait désormais avoir un discours beaucoup plus rassurant, surtout avant un scrutin électoral, pour y arriver. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne donnera pas forcément ce qu'est la Turquie, mais ça ne donnera pas non plus ce qu'est l'Iran? Nous sommes d'accord. Je peux juste terminer ma phrase. Je vous donne la parole à Christian Macarian. D'abord parce que les Tunisiens ne sont pas des Turcs, les Tunisiens ne sont pas des Iraniens, ils ont une histoire propre, ils ont une culture propre. Et la différence, c'est qu'en Turquie, il y a une constitution laïque. L'article 2 dit que l'État turc est laïque. Les islamistes en Tunisie, ils vont écrire la constitution. Et si vous pensez qu'on peut leur faire confiance pour s'auto-limiter, pour ne pas être limité par des contre-pouvoirs laïques, c'est que vous n'avez pas beaucoup travaillé sur l'islamisme. Christian Macarian et Fawzia Zouari. Je vais rajouter quelque chose pour la comparaison avec les Turcs. Oui. Faites, allez-y. Oui, il n'y a pas que ça. D'abord, effectivement, et puis il y a une armée qui est toujours très forte, alors que l'armée tunisienne ne sortait pas des casernes, il y avait très peu de moyens. Il y a aussi le fait que l'Europe, la Turquie, a la perspective d'entrer dans l'Europe. Donc il ne peut pas y avoir de dérive extraordinaire. Je ne suis pas sûr que ce soit cette perspective qui fait que le régime est ce qu'il est. Entre autres, vous savez, j'ai été voir un film iranien. Ils font partie de l'OTAN. Non, mais vous savez, les détails, parfois, il faut les raconter. Oui. J'étais voir un film qui s'appelle Il était une fois en Anatolie. Et c'est un film qui dure 3 heures, dans lequel j'ai découvert la Turquie. Mais c'est un film de mec. Il n'y a pas une femme ou une seule dont on voit la silhouette pendant 3 heures. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est assassiné et l'autre qui lui donne un coup de poing. Et son ami qui lui dit « Vas-y doucement, l'Europe nous regarde ». C'est très significatif sur ce qui se passe. Dernière chose, c'est qu'on confond l'image populaire d'Erdogan parce que est pro-palestinien, etc., et sa gestion de la politique interne. Un sondage qui est paru il y a 6 mois à peu près disait que 76% des laïcs et des modernistes en Turquie avaient peur de la charia. Donc, il faut aussi étudier ça. Et juste un dernier mot, c'est que l'islamisme turc est très ancien et beaucoup plus proche du soufisme que l'islamisme maghrébin, qui est différent, qui est très récent et qui parfois verse dans la violence. Christian Macarian. Juste 2 choses. On est en train de dire, c'est pas beau tout ça, mais on est tous d'accord. La question, c'est de savoir pourquoi ça prend ce caractère récurrent. Pourquoi, dès qu'il y a une ouverture et une possibilité démocratique, il s'engouffre de nouveau dans la brèche ainsi ouverte. C'est ça qui est intéressant. Et je crois qu'une des raisons, c'est, à mon avis, une des attitudes qu'il faut changer, c'est celle des Occidentaux qui diabolisent constamment, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Nous ne nous sommes pas penchés. Nous ne nous sommes pas penchés sur ce que signifiait l'islamisme, sur l'état réel de décomposition des sociétés arabes, dans lesquelles, tout mis bout à bout, si vous prenez une quarantaine de pays arabes, vous n'arrivez pas à la masse de livres produites dans l'Espagne du XVe siècle. Ça s'appelle une régression considérable. Donc l'islamisme prospère sur un terreau d'arriération extrêmement entretenu par des élites compradores, par la corruption, par toute une série de facteurs. Donc attaquer l'islamisme, c'est non pas attaquer la cause, c'est attaquer quasiment les faits. Effectivement, c'est pas beau tout ça, mais il faut voir quelle est la situation réelle, sociologiquement, des sociétés arabes. Ça mène à quoi de dire qu'ils sont arriérés et il ne faut pas dénoncer l'islamisme?
Enfin, ça mène à quoi, Christian Macarian? Pardon, parce qu'on peut dire les deux. J'ai pas dit qu'il fallait pas le dénoncer. Je dis que ça aboutit à rien de le dénoncer. Ah parce bon? que Je peux vous dire non, que... je crois pas. Si, sur les droits des femmes, ça aide un peu de le dénoncer. Je constate que depuis qu'il est dénoncé, il ne cesse d'avancer. Et je constate que, à force de le dénoncer et que... bon, alors ne disons plus rien. Et de soutenir les dictatures arabes, je vous signale, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même tout à l'heure, qu'aucune dictature arabe n'a fait reculer l'islamisme. Au contraire, elle l'a fait prospérer. Mais on est complètement d'accord là-dessus. Très bien. Alors, donc il faut dénoncer les dictatures et les islamistes. Dans ce cas-là, il faut avoir une autre attitude. Et à mon avis, la seule attitude valable, c'est réfléchir à la cause socio-économique. Il faut donc, on ne peut pas faire les deux. Il faut donc changer les conditions économiques parce que le discours abrutissant que ces gens-là tiennent au peuple peut fonctionner devant des masses d'analphabètes. Il fonctionne beaucoup moins bien avec des masses non-analphabètes. On l'a vu notamment en Égypte. Ça se passe de façon beaucoup plus délicate. Les frères musulmans s'adressent à une autre population, hélas, très nombreuse et très déshéritée en Égypte. Les fellahs notamment. Mais je voudrais quelque chose sur la Turquie, qui est très important. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'AKP est une dépendance idéologique des frères musulmans. C'est une succursale au stade de la pensée des frères musulmans. Donc ça n'est pas du tout délié, hein, attention. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a bel et bien un plan et un agenda islamiste. La preuve en Turquie, c'est la rupture avec Israël qui est totalement à mains égards contraire aux intérêts même de la Turquie et de son appartenance à l'OTAN, et que néanmoins ils appliquent à la lettre. Donc il y a quelque chose là qui fait effectivement assez peur, et il faut en trouver les racines. Raleigh Bencher, quelle doit être la réaction alors de ce côté de la Méditerranée? Est-ce que ça doit être la condamnation qui semble braquer un certain nombre de citoyens de ces pays du nord de l'Afrique, ou est-ce que ça doit être aussi un plan à long terme de collaboration, d'interdépendance, de collaboration culturelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois dans votre question un appel à une réponse, mais je n'aurai pas l'outrecuidance de trouver un compromis entre le mini-débat qui s'est instauré entre Caroline Fourest et Christian Macarian à propos de dénoncer ou pas, ou s'indigner ou pas. Mon avis, c'est que quand on dénonce, qui dit dénoncer, dit annoncer à côté. Et que l'indignation n'a de sens que si elle est suivie aussi par une réflexion et par des actions concrètes. En l'espèce, il faut dénoncer, il faut condamner, fustiger toutes ces dérives inacceptables et surtout les atteintes à la liberté de conscience et à l'intégrité physique et morale des citoyens au nom de la transcendance. Ça doit être dit et affirmé, et à chaque fois que possible. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi s'attaquer au soubassement doctrinaux, à l'architectonique idéologique de l'islamisme. Et on dit souvent que le isme étouffe la racine, et donc l'islamisme a étouffé la tradition religieuse islamique et sa civilisation. Donc la position, c'est aucune concession et un énorme travail sur les raisons à la fois intrinsèques et extrinsèques de l'émergence de l'islamisme et du fait qu'il perdure dans le temps. La faillite de l'école, l'indigence intellectuelle, la déshérence culturelle, les crispations, le repli, la situation planétaire, les rapports internationaux, la réelle politique qui se targue de démocratie, qui ne reconnaît que le déluge de feu et de fer. Toutes ces considérations, j'allais dire exogènes, ajoutées à une situation en interne où on n'arrive pas à sortir des clôtures dogmatiques, où on est dans une situation d'arriération, tout cela l'une dans l'autre donne cet islamisme. En même temps, il y a une volonté, vous allez réagir Caroline Fourest, juste après le petit reportage qu'on va voir, il y a une volonté de la part des dirigeants, du niveau dirigeant, c'est le cas libyen, de souder la population autour de l'islam, et on va revenir sur les déclarations du président du Conseil national de transition libyen. Regardez. Libye libre, scande la foule. Dimanche, tout le pays a célébré la fin des 42 ans du régime de Kadhafi et de 8 mois de guerre civile. À Tripoli, et comme ici à Misrata, les festivités ont duré jusque dans la nuit. La population place désormais beaucoup d'espoir dans le nouveau régime. Ce que je veux, c'est une sécurité sociale, l'éducation, ce que les autres pays ont parce que nous n'avons rien. Scène de liesse aussi à Benghazi, où la rébellion avait démarré. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la proclamation officielle de la libération du pays.
Les nouvelles autorités ont d'ores et déjà annoncé que la législation sera basée sur la charia. Toute loi qui contredit les principes islamiques, la charia, sera légalement nulle. Cette déclaration inquiète l'Union européenne qui demande le respect des droits de l'homme. Prochain défi pour le Conseil de transition, la formation d'un nouveau gouvernement annoncé dans les 15 jours et l'élection d'une assemblée constituante dans 8 mois. Le peuple libyen, les dirigeants veulent insister sur l'identité musulmane du pays pour souder la population. Mais comme, encore une fois, toutes les dictatures avant eux, chaque fois qu'on a envie de raconter n'importe quoi au peuple, on commence par lui parler de religion. Et en l'occurrence, dans le cadre du CNT, qui n'est pas encore démocratiquement élu, mais qui vient d'avoir le pouvoir dans le départ de Kadhafi. Et encore une fois, je fais partie de ceux qui se sont réjouis du départ du colonel Kadhafi et réjouis du fait que les Nations Unies puissent encore servir à ça, à éviter un bain de sang comme à Benghazi. Mais on savait bien que derrière, dans un pays qui ne tient que sur des structures tribales, forcément les premiers qui allaient bénéficier on savait bien, de ce Caroline, vide. Qu'est-ce qu'on fait alors Ah mais attendez, on ne peut pas se faire engueuler chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est pas possible. Quand on dit qu'il faut faire quelque chose, on se fait engueuler. Quand on dit on n'y peut rien, on se fait engueuler. Vous êtes loin de vous avoir fait engueuler dans cette émission. Non, mais je veux dire, il ne faut pas jouer la victime, Caroline Fourest. Je pose une question en vous disant, on avait anticipé, on savait, en même temps il y avait un rapport privilégié avec Kadhafi, donc c'est quoi le scénario alors le meilleur? Nous, quand on est français aujourd'hui, puisque voilà, moi il se trouve que je suis citoyenne française, comme tous les citoyens sur ce plateau, oui. On peut on essaie de soutenir la démocratie et la laïcité en même temps. Ça n'arrive pas toujours dans le même ordre. En tout cas, moi, j'ai ces deux amours et je ne veux pas les mettre en opposition. Mais vous avez raison, voilà. Et personne ne nous engueule. Non, mais voilà, mais pour finir de répondre à Christian Macquart juste tout à l'heure, parce que les causes, en fait, on était déjà en train de les expliquer. C'est pas parce qu'on est inquiet qu'on n'explique pas les causes. Les causes d'analphabétisation, on est évidemment bien d'accord. En Algérie, par exemple, quand le gouvernement de l'après-indépendance décide d'arabiser, ce qui est bien normal, l'éducation nationale, mais fait venir des professeurs égyptiens, des frères musulmans, faire du par cœur à des enfants qui du coup passent de l'apprentissage de l'esprit critique à l'apprentissage du par cœur. C'est pas ça qui a fait l'identité arabe de l'Algérie. Je veux vous dire, Caroline, c'est ça qui a fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Pardon, Ahmed El Kaï, parce que je le tiens de livres et de gens et d'Algériens qui ont vu leur esprit critique à l'école sapé par ça. Évidemment que c'est ça qui fait qu'ensuite vous êtes plus facilement manipulable par des fanatiques qui vous promettent la lune. Évidemment. Les Tunisiens sont si facilement manipulables alors Non, mais je trouve que cet argument d'identité arabo-musulmane qu'ils nous ressortent à chaque fois est tout à fait fausse. Mais nous sommes arabo-musulmans. Ils n'ont pas le capital de l'identité de l'islam. Ça voudrait dire que ma mère, qui est décédée il y a 5 ans et qui n'a pas vécu avec eux et sous leur régime, n'est pas musulmane. Au contraire, je crois même que cette identité qu'ils réclament... Vous la revendiquez, vous, d'ailleurs, cette identité? Bien sûr, mais je veux dire, j'allais dire en arabe, tahsil hasl, c'est-à-dire ça va de soi. Donc ils n'ont pas le capital de l'identité arabo-musulmane. Le monopole, vous voulez dire le monopole? Le monopole, oui. Et les Libyens étaient arabo-musulmans aussi. Je veux dire, c'est quoi cet argument nouveau? Et au contraire, ce qui se passe maintenant, c'est pas l'identité arabo-musulmane. Le niqab n'est pas l'identité tunisienne, parce que l'identité tunisienne, elle va aussi au-delà. Elle est aussi berbère, elle est multiple. Et je veux dire, on est en train de couper dans cette civilisation, une réelle civilisation tunisienne. Le deuxième argument qu'avancent les islamistes, ils disent on va mettre fin à cette notion de façade, qui veut dire corruption. Or, elle est beaucoup plus liée à la morale qu'à la gestion de l'argent. Et qui dit morale et mœurs, dit femme. Donc le façade, c'est une façon de dire aux femmes, maintenant, vous vous tenez à carreau. Vous savez, le pouvoir, il y a quelque chose entre là-dedans, dans toute cette politique qu'on ne veut pas voir, qui est la discorde, qui est depuis toujours dans l'islam, entre hommes et femmes. Le rapport de force, il est là, et il tournera toujours là. Et le jour où on rentrera de nouveau les Tunisiennes dans les foyers, peut-être qu'ils seront contents. Mais nous, personne ne nous empêchera de dire que ce n'est pas, comme dirait ce film, ceci n'est pas un film, ceci n'est pas une révolution. Il va falloir remettre en question la terminologie. C'est peut-être une révolte, une rébellion, tout ce qu'on veut. Parce que pour moi, une révolution, c'est véritablement aller vers la justice et l'égalité des sexes. Ceci n'est pas une révolution. Et moi, je n'ai aucun complexe maintenant quand on dit, oui, les martyrs, les rebelles. Il faut remettre en question ça. Parce que les rebelles ont fait ce qu'ils ont fait en Libye. D'accord, personne n'est pour Kadhafi, mais quand on voit comment Kadhafi a été tué,
Je veux dire, c'est pas de l'islam, ça. C'est de la barbarie, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas une façon de défendre l'islam que de montrer Kadhafi dans cette... Je veux dire, tout ça, c'est une autre forme de politique, beaucoup plus que de religion, qu'il faut dénoncer. Oui. Il ne s'agit pas d'islamiser tous les débats politiques non plus, Christian Macari. Et il ne s'agit pas de ramener ce qu'on appelle maintenant par commodité de langage le printemps arabe à l'islamisme. Là encore, on est en train de faire de l'islamisme le trait unique et dominant de l'ensemble du monde arabe. Il faut quand même prendre l'habitude d'une certaine distanciation vis-à-vis de cela. Je comprends parfaitement votre exigence, je comprends parfaitement l'indignation de Caroline. Je ne suis pas indignée. Non, en tout cas, votre sentiment. Mais moi, je pense qu'il faut analyser... Excusez-moi, je pense que l'indignation, les indignés arabes devraient commencer maintenant. La vraie révolution, elle est celle des indignés EES qui devraient commencer à partir de maintenant. Eh bien, ça n'est pas fini. Léona, je vous en prie, l'histoire n'est pas terminée. Si vous observez avec un peu de raisonnement historique les événements auxquels on vient d'assister, qui n'ont que quelques mois tout de même, hein, ça fait même pas une année que tout ça a commencé, songez, en vous rapportant, la comparaison n'est pas raison, je le sais, mais à la Révolution française, par quelle phase d'absurdité, de terreur, d'horreur nous sommes passés, et en France, pays dit des Lumières, etc. Donc, a fortiori, ces phénomènes-là sont extrêmement erratiques. Nous assistons maintenant, mais ça c'était prévisible, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, à la montée des seules forces d'opposition organisées et construites qu'on appelle les islamistes. Financées. Bon, pardon ? Et financées. Et financées, très juste, et financées. Donc, qu'ils soient très organisés et qu'on les retrouve partout. Enfin, beaucoup d'entre nous l'ont écrit, avant même que ça se passe. Et je n'étais pas très talentueux en tant que prophète que de prévoir tout cela. Ça ne demandait aucun talent. C'était mécanique. Maintenant, c'est à partir de maintenant que les choses peuvent se passer. Et en particulier, puisque nous n'avons pas prise sur ces événements, interrogeons-nous sur ce que nous, Européens, en particulier Français, nous pouvons avoir comme attitude. Et c'est là que je dis à Caroline que...